Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation au programme des découvertes et des questions sur le numérique. Je commencerai par celle-ci. Comment utiliser les neurosciences pour améliorer notre gestion des ressources humaines au travail? Et de quoi faut-il surtout se méfier? Alors on en parlera avec ma première invitée, Renata Koura, dans quelques instants. Ensuite, au cœur de cette émission, nous nous interrogerons sur les mineurs sur Internet, sur leurs droits, leurs usages à prendre en compte, mais également à ce qu'il faut penser des précautions et des protections qui sont mises en place. Ce sera notre débat du jour. Et puis nous retrouverons le rendez-vous Game Business pour parler de cette guerre entre Microsoft et Sony sur le marché des consoles, avant de découvrir une innovation qui voudrait diagnostiquer les cancers de la peau d'un simple toucher de main. Mais tout de suite, place à l'interview. Bonjour Renata Koura, vous êtes connectée avec nous depuis le Brésil, je vous en remercie. Bonjour, merci beaucoup. Alors, vous êtes docteur en neurosciences, 20 ans d'expérience à votre actif en recherche au Brésil et en France. Vous accompagnez aujourd'hui des entreprises dans leur démarche managériale, mais également des particuliers dans leur évolution professionnelle. Qu'est-ce que ça donne concrètement les neurosciences quand on les applique au RH ? Ouais, c'est un projet qui est très important et je travaille aussi en accompagnant les entreprises, le personnel RH qui ont un rôle primordial dans cette transformation des organisations, des cultures d'entreprise, des cultures managériales, mais aussi dans l'évolution des personnes au sein des entreprises, qui est aujourd'hui nécessaire pour la pérennisation des entreprises. Et c'est que les neurosciences apportent, c'est une connaissance de la manière dont notre cerveau fonctionne et comment on peut faire pour élargir notre niveau de conscience, ou plutôt renforcer le fonctionnement conscient de notre cerveau en détriment de la partie automatique. Et c'est qui va nous permettre de développer à la fois une meilleure intelligence émotionnelle, une meilleure communication, une meilleure prise de décision, résolution de problèmes, performance cognitive, et tout ça en associant performance et bien-être. Et le rôle de RH là-dedans, c'est qu'en utilisant toutes ces connaissances-là et en les déployant, ils puissent devenir des vrais accompagnateurs de personnes et de leur carrière. Ça veut dire aussi une gestion ultra personnalisée finalement des ressources humaines, appliquée au recrutement pour essayer d'avancer sur des choses concrètes. Vous dites qu'il faut aujourd'hui hacker le cerveau, c'est-à-dire ? Oui, hacker le cerveau, c'est justement le fait de comprendre que comme notre cerveau fonctionne à presque 100% de manière automatique, on peut décoder, on va dire, notre propre comportement, mais aussi celui des autres, en aidant aussi les autres à développer leurs connaissances d'eux-mêmes. Donc l'idée, c'est d'utiliser, ou plutôt la façon de déployer les outils. Aujourd'hui, on utilise beaucoup des tests et on les utilise comme des étiquettes qu'on va mettre sur les gens en disant on est comme ci ou on est comme ça. Alors que quand on comprend le neurosciences, la façon dont notre système nerveux et notre cerveau fonctionnent, on comprend que notre cerveau, il est plastique, il a une énorme capacité d'apprentissage, d'adaptation et de développement de compétences. Donc, l'usage des nouveaux outils ou les déploiements différents des outils déjà existants, comme des tests déjà existants, que ce soit des personnalités, que ce soit des styles comportementaux, mais aussi aujourd'hui, il y a d'autres choses basées sur des jeux, sur des réalités virtuelles qui peuvent être très intéressantes pour véritablement voir les personnes et leurs compétences humaines plutôt que leurs compétences techniques qui sont plus faciles à acquérir que les compétences humaines, toujours en faisant très attention à l'aspect éthique pour ne pas tomber ni dans la discrimination ni dans l'invasion de l'intimité des personnes, mais c'est très important du coup de faire appel à des vrais professionnels en neurosciences, parce qu'aujourd'hui, comme les neurosciences sont à la mode, on met aussi ces noms partout et assez souvent il y a des gens qui ne sont pas véritablement qualifiés, et donc là il y a aussi un danger. Les neurosciences, elles sont hyper riches, mais elles ont des limitations parce que c'est une vraie science, donc elle évolue au fur et à mesure du temps, et l'idée c'est d'appliquer des vraies connaissances basées sur la recherche scientifique au comportement et au développement des compétences et au recrutement au quotidien. Oui, c'est vrai qu'avec l'ère de l'intelligence artificielle, les neurosciences sont vraiment devenues très
tendance et il faut faire attention à ne pas jouer aux apprentis sorciers et prendre des professionnels. J'imagine que c'est ce que vous recommandez. Alors, vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle « Un autre regard sur la performance ». Est-ce qu'on peut allier le bien-être et la performance au travail à travers les neurosciences ? Oui, tout à fait. Ça, c'est l'objectif parce que notre cerveau fonctionne mieux déjà par la récompense. Notre cerveau automatique, il interprète toute chose comme menace ou récompense. Et donc, la compréhension de ça, ça nous permet aussi de comprendre ce qui peut être reconnu comme une récompense par notre cerveau, dont les sentiments de reconnaissance, d'appartenance, les interactions sociales positives, la prise de décision, l'autonomie. Donc, cette compréhension des besoins fondamentaux de notre cerveau dans un point de vue humain, plutôt que simplement physiologique, et qui va nous permettre aussi d'avoir une manière de manager, de gérer les gens aussi de manière plus personnalisée. Et cette compréhension et cette gestion de cette balance menace et récompense au quotidien, entre autres choses, vont nous permettre d'allier bien-être et performance d'une manière durable. Parce qu'aujourd'hui en France, on a une idée de performance qui est opposé à bien-être, puisqu'on va jusqu'à l'épuisement pour avoir plus de résultats et plus en plus de résultats, alors que le fait de comprendre nos besoins fondamentaux, émotionnels et mentaux va nous permettre de être bien soi-même, pour après être en mesure d'agir aussi en intelligence collective et élargir notre conscience collective. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à se dire si seulement, si seulement ça pouvait être vrai. Est-ce que vous avez des petites techniques peut-être à partager qui nous permettraient de mettre en application nous-mêmes ou nos DRH très rapidement pour améliorer et faire que ce soit davantage compatible la performance au travail et le bien-être ? Bon, c'est une question qui est large parce que c'est pas quelque chose, on peut imaginer que c'est pas un claquement de doigts que ça se fait. Mais ce qui est très important, c'est de comprendre que il est important que chaque individu soit bien. Aussi pas seulement dans un aspect matériel ou physiologique, mais surtout dans un aspect de confiance, d'autonomie, de communication efficace, d'objectifs et des valeurs communes, de donner du sens. Donc ça, c'est très important pour que chaque individu soit en conscience. Après, la deuxième étape qui est importante, c'est la construction d'un environnement fort, c'est-à-dire un environnement dans lequel les gens sont en confiance, un environnement où les gens peuvent demander de l'aide, peuvent avouer, assumer leurs erreurs et peuvent exprimer leurs opinions, leurs sentiments sans avoir peur du jugement et donc générer ainsi un environnement qui est de confiance et d'engagement où chacun se sent capable justement d'exceller où ils sont bons, d'évoluer là où ils ont besoin ou envie et du coup quand on génère ça, les gens sont engagés et là on peut aller vers un fonctionnement, ce qu'on cherche et on parle beaucoup aujourd'hui, qui est d'intelligence collective, d'innovation, de créativité et de performance alliées au bien-être. Là, quand je vous entends, en fait, ça passe par un changement de culture managériale. Ça passe par le haut. Exactement. Il faut donc éduquer les managers et les dirigeants aux neurosciences. Exactement, c'est pour ça que je travaille surtout avec des dirigeants et des top management parce qu'il faut que ces changements viennent d'une vraie transformation de culture, des mentalités et des cultures d'entreprise, des cultures managériales et les RH vont avoir pour moi un rôle essentiel en épaulant, on va dire, ces dirigeants et ces top management dans cette transformation au sein des entreprises. Ça change aussi les modes d'organisation au sein de l'entreprise ? Oui, ça exige forcément parce que toutes nos entreprises, elles ont été créées, fondées aussi sur des besoins fondamentaux de l'entreprise, qui est les résultats. Et cela a été fait en donnant donc beaucoup de place pour le système, pour le process, et pas beaucoup de place pour l'humain. Aujourd'hui, on a compris qu'il faut changer cette balance, et donc il y a vraiment un besoin et une transformation qui est déjà en cours, malgré nous, qui est de transformer ou de repenser nos modèles organisationnels. Merci beaucoup Renata Koura, docteure en neurosciences et fondatrice aussi de Empowerment Center. Nous, c'est l'heure de notre débat sur les mineurs sur Internet.
Quels sont les droits, mais quels sont également les usages à prendre en compte de la part des mineurs sur Internet et les protections que nous avons tous mis en place, car Internet n'est pas une zone de non-droit et on va le prouver tout de suite avec Cyril Di Palma, fondateur et délégué général de Génération Numérique, qui est une association agréée par le ministère de l'Éducation nationale qui intervient dans les établissements scolaires pour mener des actions de prévention et de sensibilisation aux bons usages d'Internet. Et Gérard Haas, avocat à la Cour d'appel de Paris, cofondateur des Jurisnotes, qui est également une association qui interroge les questions, les enjeux de demain à travers le prisme du droit, en créant notamment des procès fictifs. Nous aurons également en visio avec nous Karina Chatin, responsable de l'éducation numérique à la CNIL, le régulateur des données personnelles. Alors, Cyril Di Palma, on traite beaucoup, largement de la question du cyberharcèlement quand on parle des mineurs sur Internet. Il y a un sujet qu'on adresse dans Smart Tech, mais pas forcément sous le prisme des mineurs, c'est le sujet des fake news et du complotisme. Et ce que vous constatez dans les établissements en ce moment, c'est une montée en fait de plus importante et préoccupante des croyances un peu originales de la part des adolescents. Oui, tout à fait. Depuis 15 ans qu'on intervient dans les établissements scolaires, on a vu une montée de l'adhésion à des théories un peu fumeuses. Il y a 15 ans, il n'y avait que des sectes qui utilisaient Internet pour éventuellement manipuler, influencer le public, et encore les adolescents, les enfants n'étaient pas leur cible. De nos jours, on a une adhésion, des croyances, des rumeurs qui font le sujet des discussions entre élèves lors des récréations, et on voit donc une montée non plus du doute, mais là de la paranoïa, où on va croire, je crois lors de l'enquête qu'on avait menée au printemps dernier, il y avait quasiment 6 élèves sur 10 qui estimaient qu'il était possible ou très possible que les traînées blanches des avions soient des produits toxiques qui soient déversés sur la population. Alors quand vous donnez ces chiffres, ça veut dire qu'on prend en compte aujourd'hui ce nouveau danger d'Internet pour les mineurs ? Alors c'est un danger qui n'est pas nouveau. La désinformation, la manipulation, la propagande, c'est une chose qui existe depuis que le monde est monde. En revanche, qu'elle soit à la portée des adolescents avec leur smartphone dans la poche, avec leur consultation sur les réseaux sociaux, parce que ces théories circulent évidemment très largement sur les réseaux sociaux, c'est en ça où c'est un phénomène nouveau et d'une grande ampleur. Donc c'est tout l'enjeu. Et où ils peuvent faire leur éducation finalement à côté de celle des parents sans forcément la partager. Oui, mais un enfant reste quand même le fruit d'une éducation parentale, familiale, et de l'enseignement qu'il reçoit en classe. Et vous pouvez avoir une dissonance entre ce qu'il apprend en classe avec un professeur d'histoire, un professeur documentaliste ou de sciences, et ce qu'il peut y avoir aussi à la maison. Je vous rappelle qu'en 2018, l'Institut Jean Jaurès avait créé une étude sur le complotisme et les adultes, qui avait montré qu'il y avait une montée du complotisme, et ces électeurs, parce qu'il s'était corrélé avec les votes du premier tour de l'élection présidentielle de 2017, sont aussi des parents. Ouais. Donc évidemment, leur état d'esprit, leur manière de réfléchir, de penser, influe forcément sur leurs propres enfants et adolescents qui, eux aussi, par porosité, vont commencer peut-être à croire à des choses sans forcément avoir les tenants et les aboutissants. Gérard Haas, quels sont les grands défis, les nouveaux enjeux juridiques que posent les nouveaux usages des mineurs sur Internet ? Alors, c'est un vrai débat fondamental de société lorsque l'on laisse le cartable pour passer à l'écran. Et c'est vrai que là aujourd'hui, il n'y a pas d'éducation numérique. Il y a des projets d'accompagnement, mais on n'a pas été formé. On a rencontré dans un premier temps, c'était la question de la liberté. Il fallait pouvoir s'exprimer, et les GAFA ont joué un rôle en disant « vous voulez freiner l'innovation ». On était dans cet esprit qui était derrière l'Internet. Wikipédia était quelque chose d'extraordinaire, c'était l'accès à la connaissance. Le problème, c'est Wikipédia ? Oui. D'accord. Excusez-moi, Wikipédia. Et c'était l'accès à la connaissance. Et donc tout le monde disait « regardez cet espace ». Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'espace de connaissance est devenu un espace de croyance.
avec toujours ces grandes idées, il n'y a pas de fumée sans feu, sans chercher à savoir qui c'est qui a allumé le feu. Et on a vu vraiment de vrais enjeux avec toute une série de théories. Et comme on le disait, on est passé, à un moment donné, c'était tenu par des sectes, essentiellement, qui faisaient du prosélytisme, pour aujourd'hui devenir en fait une place publique, une agora, mais sans contrôle. Donc il y a de vrais problèmes. Donc c'est un enjeu de régulation, là, sur absolument, les contenus. Absolument. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'Internet n'est pas un espace de non-droit. Il y a des règles. Et il faut trouver des régulateurs qui, en fait, avaient confié aux plateformes la régulation. Et donc ça, c'est aussi un vrai problème. Alors les problèmes d'irréputation, les problèmes de harcèlement, les problèmes de revenge porn qui sont vraiment importants, de sexualité, de harcèlement, et aussi la poubelle en matière d'information où on n'a pas des journalistes. Et rappelons également que la liberté d'expression, telle qu'on la défend, c'est une liberté d'expression professionnelle qui est confiée à la presse. Et donc, il y a de véritables enjeux derrière cela. On va donner la parole, avant de vous la repasser, Cyril Di Palma, à Karina Chatin, qui est donc connectée avec nous, responsable de l'éducation au numérique à la CNIL. Bonjour Karina Chatin. Bonjour. Alors vous avez commandé auprès de l'IFOP un sondage sur les pratiques numériques des jeunes. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Est-ce que vous avez identifié des risques qui étaient peut-être moins évidents à détecter ? Et ensuite, quel accompagnement vous recommandez ? Moi, je crois que effectivement aujourd'hui, on peut dire que les usages numériques chez les jeunes sont de plus en plus massifs et de plus en plus précoces. On sait que 80% des 11-18 sont sur YouTube et Snapchat, et les moins de 13 ans ont un compte sur au moins un réseau social. Donc vous voyez qu'on a des usages qui sont massifs et de plus en plus précoces. Et donc ces jeunes sont confrontés évidemment à des risques lorsqu'ils vont sur Internet. Le cyberharcèlement, on en a parlé, l'usurpation d'identité, le piratage de comptes, ou encore par exemple l'exploitation commerciale de leurs données personnelles. Et donc bien évidemment, nous on considère que les mineurs sont des populations très vulnérables dans le monde numérique, et donc il convient de les protéger. Et donc il y a cet aspect de protection, mais il y a aussi l'idée que le mineur a des droits. Si vous voulez, lorsqu'on regarde le règlement général sur la protection des données personnelles, en son article 8, il prévoit aujourd'hui qu'un mineur qui a 15 ans et plus en France peut lui-même consentir seul, par exemple, à s'inscrire sur un réseau social. Oui, c'est-à-dire qu'on a instauré, juste pour préciser les choses, parce que quand on dit que les mineurs ont des comptes sociaux dès l'âge de 13 ans, voire même avant, normalement, c'est pas possible. On a instauré une majorité pour s'inscrire sur les réseaux sociaux à 15 ans. Voilà, c'est ce que j'étais absolument en train de vous dire. Donc ça, c'est le règlement général sur la protection des données qui prévoit cela. Simplement, si vous voulez, cet article reste encore imprécis, oui, et a besoin d'être clarifié. C'est pour ça que nous avons lancé une consultation publique sur le site de la CNIL, voilà quelques mois, pour essayer de recueillir les avis de tous les acteurs concernés. Les associations qui œuvrent pour la protection de l'enfance, les entreprises de la EdTech, les jeunes. Et donc, il y a notamment cet aspect de la vérification de l'âge, parce qu'on sait très bien que parfois, les jeunes vont mentir sur leur âge pour pouvoir s'inscrire sur telle ou telle plateforme. Donc, quelles modalités pratiques et concrètes, comment fait-on pour s'assurer donc de l'âge réel de l'utilisateur? Donc ça fait partie des sujets qui méritent d'être éclaircis. Et qu'est-ce qu'ils nous ont répondu, en fait, ces personnes qu'on a effectivement qui ont répondu à cette consultation publique? Ils ont dit deux choses. Un, il faut protéger les enfants, les mineurs, donc effectivement avec des dispositions par exemple de contrôle de l'âge, de contrôle parental, mais aussi il faut leur donner plus d'autonomie. Et donc si vous voulez, aujourd'hui on n'est plus seulement sur l'idée de protéger ces mineurs, mais de leur donner, je dirais même dès l'âge de 13-14 ans, c'est ce qui ressortait dans cette enquête, cette consultation publique, que pour les actes qu'on peut considérer de la vie courante, par exemple s'inscrire sur un réseau social, eh bien il convient qu'un jeune de 13-14 ans puisse le faire tout seul, sans le consentement de ses parents. Donc vous voyez bien qu'on a cette dialectique de à la fois protéger les mineurs parce qu'ils sont très vulnérables, mais aussi faire en sorte qu'ils puissent exercer leurs droits.
Alors bien évidemment, ça c'est la théorie. En pratique, on constate que... Ça veut dire qu'on reviendrait sur cet âge de 15 ans en France ? Alors ça, c'est ce que pensent les personnes qui ont répondu à notre consultation publique. Oui, il n'est pas question de revenir sur cet âge, puisque comme vous le savez, il a été voté. Donc la loi informatique et liberté a été adaptée au règlement européen, a été votée donc par l'Assemblée nationale. Donc ce n'est pas nous qui allons modifier évidemment cette loi. Ce que je vous dis, c'est que nous avons lancé cette consultation publique et que les participants considèrent qu'il faudrait même aller en dessous. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'aujourd'hui, un jeune de 15 ans, il a des pratiques numériques depuis déjà beaucoup d'années derrière lui. Et donc, ces participants, ils ont considéré qu'on pouvait même aller encore plus loin et donc être en capacité d'exercer leurs droits plus tôt. On va faire réagir Gérard Haas sur ce sujet, parce que là, on est un peu déconnecté de la réalité, finalement. Alors, d'abord, le travail que fait la CNIL est un travail vraiment très important, puisqu'il va dans le sens d'une évangélisation des bons réflexes à avoir dans sa mission de soft law. Mais ce qui est quand même... Et qu'il écoute la société. Et qu'il écoute la société. Mais en même temps, écouter la société, c'est bien. Vouloir protéger les mineurs, c'est tout à fait louable. Ce qu'il faudrait aussi, c'est peut-être éduquer les parents. Et donc, c'est quand même un peu assez surprenant que dans tous les projets qui sont mis en avant, on oublie, on veut protéger un mineur, mais on oublie que d'abord le vrai protecteur du mineur, le vrai responsable du mineur, ce sont les parents. Et là-dessus, on le voit, ne serait-ce que, on pourra en parler avec la CNIL sur les questions du consentement. Ça, c'est tout à fait. Alors, on va avoir une démarche de consentement avec quelqu'un qui n'est pas capable. Avant 15 ans, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a une question sur les parents et leur responsabilité. Et là, il y a un abandon des parents. Les parents, aujourd'hui, laissent leurs enfants dans l'univers numérique. Et j'allais dire, l'écran est dangereux. Ils ne vont pas pouvoir cliquer sur toutes les bannières de cookies à chaque fois que leur enfant se connecte sur un site. Hein. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est que dans l'économie numérique, on est dans une nouvelle démarche. C'est plus l'écran. Il ne faut pas se protéger de l'écran, il faut se protéger des connexions. Et en fait, on est sur un marché, c'est le marché de la connexion. Et donc, c'est là où il y a un véritable enjeu, et c'est là où l'éducation est tout à fait importante. Cyril Di Palma. Oui, je voulais réagir. On est en train de parler en fait de régulation, de droit, et tout ne passe pas par la régulation. Il y a quelques semaines, où on a tous entendu parler d'un pseudo-documentaire qui a beaucoup fonctionné, notamment sur YouTube. Oui. Je ne voulais pas le citer pour ne pas lui faire de publicité. Oui, c'est de quoi on parle. Mais si on parle de régulation on pourrait se dire mais pourquoi est-ce que ce contenu est publié ? En fait, quand vous le regardez, il n'y a pas qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas quoi que ce soit d'illégal dans ce qui est dit. Donc il n'y a pas matière à l'interdire. Donc tout passe par le rôle de l'internaute, du mineur, de comprendre et de ses parents, de comprendre et de faire comprendre que ce qui est dit, montré et essayé d'argumenter au sein de ce documentaire n'est pas forcément fondé. Donc là, c'est en fait tout le rôle de l'éducation. À une certaine époque, on disait « faut pas croire tout ce qui se passe à la télévision ». De nos jours, c'est « faut pas croire tout ce que tu vois dans ton téléphone et sur les réseaux sociaux ». Ce sont principalement ces sujets-là que vous abordez aujourd'hui dans l'établissement, que vos experts sur le terrain abordent, la question des fake news ? Alors, il y a plusieurs sujets. Hein. Il y a le sujet qui est de l'usage des réseaux sociaux par les mineurs eux-mêmes, le fait qu'ils se dévoilent beaucoup, qu'ils ne font pas forcément le distinguo entre vie privée, vie publique, les notions d'intimité, donc de diffusion de ses propres photos, voire même vidéos très intimes. Donc tout ça, c'est tout un donc on leur dit pas c'est interdit, vous n'avez pas le droit d'y aller, donc on n'en parle pas. On leur dit on sait que vous y êtes, donc il faut faire attention à ce que vous mettez sur vos réseaux sociaux. En tout cas, nous, de notre côté, on n'est pas là pour leur faire la morale. Ouais. On est là pour essayer de leur faire comprendre qu'ils ont des droits, ils ont des devoirs, mais aussi ils ont une responsabilité. On essaye aussi, dans notre démarche, d'informer les éducateurs, c'est-à-dire les professeurs qui ont besoin d'être accompagnés sur ce sujet, et les parents. Et là, c'est tout l'enjeu aussi de faire comprendre aux parents que leurs propres usages d'Internet, c'est-à-dire Outlook, le SNCF, et de faire des recherches sur Wikipédia ou Google, c'est pas forcément les mêmes usages que leurs propres enfants. Ils vont pas voir les mêmes choses. Et donc, un parent n'est pas forcément, ne se rend pas compte aujourd'hui, dans sa globalité, que les usages de ses enfants
enfant présente éventuellement des risques. Donc c'est tout un enjeu de faire comprendre ce qu'il y a dans l'envers du décor, les enjeux qui se posent derrière, aussi bien pour soi-même, mais aussi en termes de société. Et on parlait de fake news et de complotisme et de déstabilisation. Et c'est tout un ensemble. Et l'éducation n'est pas faite par une seule personne, c'est pas fait par l'école, c'est pas fait que par les parents, c'est fait par cet ensemble d'organismes et de structures. Karina Chatin, à propos des droits des mineurs, donc ils ont des droits, ils ont le droit, par exemple, j'évoquais les bannières de cookies, ils ont le droit de refuser de partager leurs données personnelles. Est-ce qu'ils sont au courant de cela? Est-ce qu'il y a une information là-dessus? Alors, justement, l'objet, si vous voulez, de cette consultation publique dont j'ai parlé, c'est donc de recueillir un ensemble d'informations pour ensuite produire des conseils pratiques sur notre site. Donc, on va faire une information à l'endroit des mineurs et des parents pour effectivement expliquer quels sont les droits des 15 ans et plus aujourd'hui dans l'univers numérique. Mais je voudrais juste revenir sur l'éducation des parents, puisque donc l'intervenant, Monsieur Haas, a évoqué donc le rôle de la CNIL. Vous savez, la CNIL, dès 2013, elle a fait de l'éducation au numérique une priorité stratégique de son action. Et donc, nous sommes mis en ordre de marche en créant un collectif d'acteurs, le collectif EducNum, dont fait d'ailleurs partie l'association Génération Numérique. Et ces dernières années, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait de plus en plus de parents qui nous faisaient remonter leurs inquiétudes, leur anxiété vis-à-vis des usages numériques de leurs enfants. Et il y a donc là véritablement quelque chose à faire. Et je voudrais juste évoquer un événement d'ampleur que l'on a organisé l'année dernière à Poitiers, qui est la capitale de l'éducation. On a fait venir des familles, donc les parents avec leurs enfants, parfois même les grands-parents étaient là, et des classes autour d'un escape game qui traitait vraiment de sujets du quotidien numérique des familles, c'est-à-dire les objets connectés, c'est-à-dire les réseaux sociaux, le cyberharcèlement. Et donc, il s'agissait véritablement de réconcilier les parents et les enfants autour de tous ces enjeux du numérique, parce qu'aujourd'hui, on constate que le numérique est un sujet de tension. Dans les familles, les parents sont très inquiets du temps passé par leurs enfants devant les écrans. Ils ne savent pas complètement, ils ne comprennent pas tout à fait ce que font leurs enfants sur Internet, et les enfants sont laissés la plupart du temps tout seuls face à leurs écrans. Et donc, en dédramatisant tous ces enjeux, en les sensibilisant à tous ces enjeux, on s'aperçoit que finalement, les parents reprennent leur place, qui est leur place de parents. Et l'éducation au numérique, même si le parent a des difficultés avec telle ou telle application ou technologie, les valeurs, si vous voulez, la culture citoyenne du numérique qui est derrière ces usages, elle reste la même, c'est-à-dire le respect des autres en ligne, c'est-à-dire penser à protéger sa vie privée en ligne, voyez-vous. Donc l'école ne peut pas tout faire, effectivement, les parents doivent aussi avoir un rôle majeur dans cette éducation au numérique. Alors l'éducation, ce n'est pas tout, il y a aussi le droit, la loi, Gérard Haas. Que risque, on va inverser la proposition, mais que risque un mineur qui enfreint la loi sur Internet, qui va par exemple se prêter à l'exercice du harcèlement ou de la diffamation? Alors il y a le droit pénal qui... Alors ça dépend ce qu'il fait. Hein, c'est toujours la même chose. D'abord, il faut considérer que le mineur, il est incapable juridiquement. Et donc, jusqu'à 13 ans, il n'est pas responsable. À partir de 13 ans, commence en fait pour lui un parcours où tout ce qu'il va faire peut faire l'objet, et les infractions qu'il commet pourront faire l'objet de sanctions. Donc il y a 13 ans, il y a 16 ans, et puis après 18 ans. Et puis aujourd'hui, il y a la majorité numérique à 15 ans qui sur les actes qu'ils font et qui permet aussi... Prenons le harcèlement, qui est le cas le plus classique sur Internet. C'est un gros problème. Alors le harcèlement est un très gros problème. Parce que, en fait, les parents, le problème, il est que lorsque des enfants harcèlent d'autres enfants, les parents ne veulent pas s'en mêler. Et ensuite, et donc on a de vrais soucis qui conduisent à des suicides. Enfin, c'est un problème majeur. Le harcèlement, il y a des sanctions contre le harcèlement. Et donc, ce qui est très bien avec la majorité numérique, c'est qu'à partir de 15 ans, quelqu'un qui harcèle, il va devoir répondre des conséquences de son action. En dessous, ce sont les parents qui vont, si vous voulez, qui seront responsables. Et on le voit souvent dans les sanctions qui sont données, c'est on va arrêter les allocations familiales, de verser les allocations familiales, on va les mettre dans des travaux d'intérêt généraux. Mais le souci, c'est qu'il y a un drame derrière ça. C'est-à-dire qu'on a... C'est-à-dire que le crime numérique est peut-être un peu moins pris au sérieux ?
C'est pas qu'il n'est pas pris au sérieux, mais c'est que les dégâts sont colossaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où sur les réseaux sociaux, on est en train de dire du mal de vous, ou vous n'êtes pas mis en avant comme vous le souhaiteriez, la personne, elle pense que le monde entier lui en veut. On crée une paranoïa numérique qui est terrible, et il faut déréférencer. Et là aussi, ce qui est vraiment important, c'est qu'il faudrait faciliter, quand on parle de protéger, c'est qu'il faut véritablement, avec les plateformes, avoir des moyens de pouvoir faire cesser les actions des harceleurs. Et qu'à partir du moment où les gens demandent, disent qu'il y a un harcèlement, comme on fait par exemple dans le droit des marques, on gèle la situation de telle manière à ne pas causer des dégâts. Alors après, c'est vrai qu'il y aura des problèmes de liberté d'expression, d'opinion, mais un harcèlement, c'est quand même facile à montrer qu'à un moment donné, c'est répétitif, et donc il y a quelque chose. Là-dessus, les pouvoirs publics ne sont pas assez énergiques, et donc c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible. Alors on va vous dire derrière ça, oui, on met des filtres, mais c'est pas suffisant. Et justement, le filtre est un moyen souvent d'éviter d'avoir à aller plus loin le problème. Alors on vous parle d'autorégulation, d'éthique, non, il faut vraiment être très près. À partir du moment où il y a un problème, qu'il est signalé, on peut peut-être mettre des gens qui peuvent contrôler ce qui s'est passé. Il faut arriver à geler pour aujourd'hui, si vous voulez, éviter les dégâts. Responsabiliser les plateformes, absolument. Ça c'est votre... Et sur ce qui a été dit tout à l'heure, je pense aussi que c'est très bien de protéger, mais ce qu'il faut essentiellement dans l'univers numérique aujourd'hui, c'est expliquer. Est-ce qu'on protège suffisamment aussi les mineurs des criminels sexuels, des contenus pédopornographiques auxquels visiblement on arrive à accéder quand même ? On arrive facilement à accéder à plein de choses sur Internet. Et les mineurs ne sont pas exclus de cette bulle Internet. Absolument. Donc, ils ont accès à la même chose que vous. Et évidemment, parmi les contenus auxquels ils peuvent avoir accès, il y a des choses qui ne sont pas du tout adaptées à leur âge et qui sont totalement inappropriées. Mais ça ne date pas d'Internet. On est en ordre de marche là-dessus et il y a vraiment une mobilisation importante. Oui, parce que là-dessus, alors, on va pouvoir parler aussi d'un autre versant qui est le signalement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un contenu, qu'il soit photographique, visuel ou un commentaire, c'est le signalement. Et à partir du moment où aussi, en tant qu'internaute lambda, citoyen, je signale un contenu qui me paraît offensant, injurieux, diffamatoire ou pornographique, je peux le signaler. Et à ce compte-là, la France travaille très bien. On a l'association Point de Contact qui identifie des liens, des URL pour pouvoir faire en sorte que ces signalements puissent être transmis aux autorités, à la police et puis éventuellement après à la justice en filtrant et en voyant ce qui est vraiment illégal de ce qui Et là, il faudrait que les parents installent le bouton qui facilite de signaler une page. Alors, le signalement sur cette plateforme Point de Contact est facile. Le signalement sur les plateformes des réseaux sociaux est déjà beaucoup plus compliqué. Exact. L'ergonomie qui est faite pour s'inscrire est beaucoup plus rapide et fonctionnelle que le signalement. Parce qu'après, il faut choisir la catégorie et que le mineur, éventuellement, avec son discernement ou son manque de discernement, puisse de lui-même dire c'est un contenu plutôt diffamatoire, plutôt injurieux, plutôt raciste. Est-ce qu'il en est capable ? Il faudrait qu'il puisse tout simplement signaler. On arrive, Gérard Arras, on arrive à la fin de ce débat, donc on va redonner la parole à Karina Chatin, peut-être pour le mot de la fin d'ailleurs. On parle de l'éducation et tout ça. En fait, l'enjeu, c'est faire du mineur un bon citoyen numérique. Pour cela, quelles sont les conditions ? Est-ce qu'il va falloir lui délivrer une éducation comme on fait de l'éducation civique, de l'éducation numérique officiellement à l'école ? Oui, tout à fait. Pour être un citoyen numérique, le mineur doit apprendre un certain nombre de choses. Et nous avons d'ailleurs, nous, CNIL, créé un référentiel de formation des élèves à la protection des données qui a été adapté dans les programmes scolaires pour le cycle 3, donc les 8-11 ans. Et si vous voulez, dans ce référentiel sont listés les 9 domaines de compétences clés que tout citoyen devrait pouvoir maîtriser. Donc, il faut effectivement qu'un mineur comprenne comment fonctionne l'économie numérique. Il faut qu'il comprenne qu'il a des droits, mais qu'il a aussi des devoirs sur Internet. Et donc, moi, vous êtes en train de passer la vidéo du Rire Jaune. Effectivement, ça fait partie des supports que la CNIL, en partenariat avec la MGN, a pu élaborer pour sensibiliser les collégiens à bien protéger leur vie privée sur Internet. Mais nous avons bien d'autres supports, vidéos, quiz à l'attention des jeunes. Et moi, je voudrais juste terminer sur une note positive, parce qu'on a beaucoup l'habitude de décrier le numérique.
de parler des dangers du numérique, mais je crois qu'il faut garder un discours tout à fait équilibré sur le numérique, considérer qu'il apporte des choses tout à fait positives à l'individu et en même temps être conscient quand même des risques et savoir s'en prémunir. Merci beaucoup Karina Chatin, responsable de l'éducation numérique à la CNIL, Cyril Di Palma, fondateur et délégué général de Génération Numérique, et Gérard Haas, avocat à la Cour d'appel de Paris et cofondateur des Jurisnautes. Alors nous, on oublie complètement les frontières de l'âge, on va s'intéresser aux gamers et au combat entre la Xbox et la PlayStation. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, président de Gatsby, société spécialisée dans l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors cette semaine, vous vouliez revenir sur la nature de la guerre qui oppose Microsoft et Sony sur le marché des consoles. Eh oui, ce sont deux géants industriels qui s'affrontent dans une guerre commerciale sans merci. D'un côté Microsoft, de l'autre côté Sony. Et même parmi les géants, il y a des grands géants et il y a des petits géants. Sony, la market capitalisation de Sony, c'est 118 milliards de dollars. La market capitalisation de Microsoft, c'est 1163 milliards de dollars. 14 fois plus grand que Sony. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Microsoft ne joue pas avec les mêmes moyens que Sony dans cette guerre. Mais ça veut dire aussi que les conséquences de cette guerre ne sont pas les mêmes pour Microsoft et pour Sony. Pourquoi? Parce que Sony, le business du gaming chez Sony, c'est 25% de son chiffre d'affaires. Le business du gaming chez Microsoft, c'est 2, 3, 4%. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément la même stratégie. On va commencer par Sony. Alors, la stratégie de Sony pour vendre sa PS5, c'est exactement la même qu'ils ont utilisée pour vendre leur PS4. C'est-à-dire du marketing, de la communication à outrance. Donc, ils vont acheter des pubs partout, ils vont faire du sponsoring partout pour vendre la coolitude et le swag de leur console PS5, le fait qu'ils aient des jeux extrêmement beaux, très exclusifs sur la PS5, et donc qui justifient un prix unitaire assez cher, de 70, voire même parfois 80 € le jeu. Et puis, ils vont aussi communiquer sur le fait que, comme ils ont gagné la précédente guerre des consoles, tout le monde est sur PlayStation. Et du côté de Microsoft? Alors, Microsoft, la stratégie, il faut qu'elle change pour cette nouvelle console. Parce que s'ils font le même jeu que Sony, ils vont la perdre comme ils ont perdu la guerre précédente. Donc, comment faire mal à Sony? Ils ne peuvent pas faire mal sur les caractéristiques de la console, ni sur le prix de la console, puisque là, les deux constructeurs sont rigoureusement, on va dire, presque identiques. Ils ne peuvent pas dire que chez eux, il y a plus de joueurs, puisque ce n'est pas vrai. Les joueurs sont plutôt chez Sony que chez Microsoft. Donc, ils vont essayer de faire mal sur les jeux. En fait, Microsoft, selon moi, parie sur le fait que la consommation même des jeux vidéo va changer. Un petit peu comme ce qui s'est passé dans le domaine de la musique et de la vidéo. Rappelez-vous, il y a une dizaine d'années, on allait acheter nos CD et nos DVD unitairement à 15 € un CD, à 20 € un DVD. Bon, et puis on se faisait des bibliothèques chez nous de ça. Aujourd'hui, c'est presque terminé. On s'abonne à Spotify, on s'abonne à Netflix, on ne possède plus rien, mais on a tout. Eh bien, Microsoft fait exactement le même pari dans le domaine du jeu. Et donc, il martèle un nouveau service, en tout cas, il le martèle aujourd'hui de manière assez forte, qui est leur Game Pass. Pour 10 € par mois, vous avez accès à tout le catalogue de jeux, y compris les dernières nouveautés, et vous ne possédez rien, mais vous pouvez jouer à tout pour 10 € par mois. Ça fonctionne, il y a vraiment un changement des modes de consommation du jeu? Ah oui, c'est le pari en tout cas qu'ils font. Est-ce que les joueurs vont suivre? J'en sais rien. C'est pas parce que ça a marché dans la musique et dans la vidéo que ça va marcher forcément dans le jeu. Est-ce que les joueurs vont continuer à acheter 1, 2, 3 jeux à 70 € le jeu par an? Ou est-ce qu'ils vont s'abonner à un service pour 10 € par mois? On verra bien. En tout cas, Microsoft est très sérieux sur cette nouvelle stratégie. Ils ont acquis ces 10 dernières années un nombre assez conséquent de studios de développement, dont dernièrement le studio ZeniMax, la maison mère de Bethesda, avec des franchises énormes comme Elder Scrolls, comme Doom, comme Fallout, pour 7,5 milliards de dollars. C'est 2 fois plus que ce qu'il aura fallu à Disney pour acheter la franchise Star Wars. Rendez-vous compte. Donc on est vraiment dans un jeu et dans des stratégies, là, en l'occurrence pour Microsoft, de très très gros. On parle même que Microsoft souhaite racheter Sega.
4 milliards de dollars potentiellement en market capitalisation. Et Sony va réagir là-dessus ? Oui, Sony va réagir. Pour l'instant, ils jouent la montre. Parce que comme ils n'ont pas les moyens de Microsoft, ils espèrent que le temps, s'il y a transformation du mode d'usage, que le temps va leur permettre d'installer leur console. Après, c'est plus compliqué de changer, d'acheter une autre console. Et alors pour vous, pour conclure, est-ce que vous diriez que la messe est dite sur cette bataille ? Écoutez, chacun ses armes. La messe est dite non. Il y a de très belles franchises chez Microsoft, il y a de très belles franchises chez Sony. Et aujourd'hui, il faut dire quand même que les franchises les plus vendues, en tout cas au grand public, sont plutôt chez Sony que chez Microsoft. Même si Microsoft met évidemment beaucoup d'argent dans cela. Mais les deux acteurs jouent pas aussi sur le même jeu d'un point de vue technique. Et Microsoft va décaler, ou en tout cas, moi je pense qu'ils vont essayer de décaler le débat d'un débat marketing à un débat technique. Pourquoi ? Parce que Microsoft possède aussi en son sein une division qui s'appelle Azure, qui est une ferme de serveurs qui va leur permettre d'outiller et de déployer dans toutes les consoles du monde entier les jeux. Et ça, Sony n'a pas d'infrastructure de déploiement. De la même manière, Microsoft va certainement, comme l'a laissé entendre Phil Spencer la semaine dernière, développer son Game Pass, même sur des simples télés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, Microsoft dit, voilà, nous, on va investir sur ce système d'abonnement de jeux. On croit effectivement au changement de mode de consommation des jeux. La console, finalement, on verra bien. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelle que soit la direction que prend le marché, en fait, pour nous, joueurs, ça va être top. Parce qu'on va avoir des jeux de plus en plus beaux, de plus en plus fluides, et vraisemblablement moins chers. Merci beaucoup Guillaume Monteux, président de Gatsby, pour ces éclairages sur le game business. Avant de se quitter, on part sur une innovation française qui veut rendre les diagnostics de mélanome aussi simples qu'un toucher sur la peau. À quoi ressemblera demain chaque jour ? Cécilia Sévry nous livre l'une de ses trouvailles. Alors aujourd'hui, depuis son lieu de confinement, elle veut nous parler d'un détecteur non invasif, quasi instantané de détection des cancers de la peau. On regarde. Bonjour Delphine, aujourd'hui je vous parle d'une innovation qui pourrait révolutionner la détection du cancer de la peau. C'est le cancer le plus répandu au monde aujourd'hui et la plupart du temps pour le diagnostiquer on utilise une biopsie. Mais une biopsie c'est une procédure invasive et surtout les résultats sont tardifs, au minimum 2 semaines. Pourtant dans ces cas-là c'est très important d'aller vite. Si on prend l'exemple d'un mélanome, si on le détecte au stade 1 le plus tôt possible, le patient a alors encore un taux de survie de 98%. Alors Damae Medical, une start-up française, a créé une solution qui permet un diagnostic en temps réel. C'est une sonde portable capable d'analyser la peau avec un simple contact avec le patient. L'idée c'est de pouvoir observer la peau en profondeur mais sans méthode invasive. Et puis c'est assez intéressant parce que l'approche de cette start-up en fait est assez étonnante. Elle est allée chercher des solutions du côté de l'imagerie optique dans l'ophtalmologie. Concrètement, cette technologie, elle regroupe 2 solutions. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'OCT. Alors, c'est la tomographie par cohérence optique. Concrètement, c'est une technique d'imagerie basée sur l'interférence de 2 faisceaux de lumière dont l'un est réfléchi par le tissu à analyser. Cette technique va réaliser des coupes optiques verticales avec une profondeur d'exploration de l'ordre du millimètre. Et puis, on couple à ça une deuxième solution, c'est la MCR, la microscopie confocale par réflectance. Ça a l'air obscur, mais en fait, c'est assez simple. Cette technique consiste à imager un tissu point par point en éliminant la lumière parasite qu'il pourrait y avoir à l'aide d'une simple fente placée entre la cible et l'objectif. Cette technique-là encore réalise des coupes optiques, mais ici horizontales, avec une résolution cellulaire toujours très importante. Résultat, on obtient avec tout ça, dans une seule sonde, une visualisation 3D jusqu'au derme. Et surtout, cette visualisation, elle est à l'échelle cellulaire de tous les types de cancers, et il y en a 2, ce sont les mélanomes et les carcinomes. Alors pour être clair, cette sonde n'a pas vocation à remplacer
la biopsie complètement. Cet outil permet de limiter le nombre de biopsies réalisées en posant un premier diagnostic de façon beaucoup plus rapide, c'est important, mais aussi de façon plus large, à plus de patients. Ensuite, cette sonde, elle permet aussi de suivre l'évolution après l'engagement d'un traitement, l'évolution de l'effet du traitement sur le corps, sur cette maladie, ce cancer de la peau. Alors aujourd'hui, une quinzaine d'hôpitaux dans 5 pays différents dans le monde testent cette technologie. Plusieurs publications ont déjà démontré la supériorité sanitaire de cette innovation. Et ce produit qui a obtenu le marquage CE l'année dernière vient tout juste officiellement d'être commercialisé en Europe. Voilà, c'était donc l'innovation du jour, une sonde capable de détecter les cancers de la peau. Je vous propose de vous retrouver demain avec une nouvelle innovation et tout de suite, c'est le Lab. Avec plaisir pour une nouvelle innovation demain. Effectivement, Cécilia Sévry, on va la retrouver dans quelques instants pour le Lab Startup. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.